Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre live du mercredi pour notre programmation sur les capsules sur le droit au logement. Je vais vérifier comme d'habitude que la vidéo marche bien. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Vous pouvez aussi m'écrire en commentaire pour me le dire. Ah, voilà. Donc, ça fonctionne bien. Je suis contente de l'apprendre. Je vais faire mon partage d'écran. Alors, si vous vous joignez à nous, comme d'habitude, je vais vous inviter à... Bon. Voilà. Je vais vous inviter, comme d'habitude, à nous rejoindre. Si vous vous rejoignez à nous, désolé, je vous invite, comme d'habitude, à avancer un petit peu, puis aller peut-être dans 2 minutes, 3 minutes. Donc, aujourd'hui, on va parler des démarches quand on a un problème avec son logement, parce que souvent on nous dit oui, il ne faut pas payer son loyer, ou il ne faut pas faire ci, il ne faut pas mettre trop de pression sur le propriétaire, il y a des démarches qui existent. OK, mais quelles sont les démarches? Ça veut dire quoi ça, des démarches? Également, en attendant que les gens se connectent et qu'elles nous rejoignent, je vais vous parler un petit peu d'Action Logement Lanaudière. Donc, si vous avez déjà regardé nos PowerPoint ou nos présentations, vous savez qu'on est un organisme de défense des droits pour les locataires de Lanaudière. Donc, on fait de la défense de droits individuels et collectifs. La défense des droits individuels, c'est qu'on accompagne les locataires de la région qui ont des problèmes avec leur logement, que ce soit des problèmes d'insalubrité, moisissure, des infestations d'indésirables comme des rats ou des punaises de lit, ou encore des problèmes avec les voisins, des problèmes avec leurs propriétaires, bon bref, tous les problèmes qu'on peut vivre dans un logement, nous, on les accompagne dans ce processus. Par contre, on ne fait pas de la recherche de logement, puis on s'occupe que des locataires de la région de la Naudière. Dans les commentaires, je vais mettre les comités logement pour le reste du Québec. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce lien-là pour pouvoir voir quelles sont les autres ressources. Également, cette présentation, je la fais dans le cadre d'une série de capsules sur le droit au logement. Donc, il nous en reste encore 3 après celle-ci. Je vous invite à regarder la programmation sur notre page Facebook. Même si vous n'êtes pas de la Naudière, je vous souhaite la bienvenue. Puis, on va pouvoir commencer. Je voulais juste spécifier que les capsules, ça s'applique juste sur le droit au Québec. Donc, ce n'est pas pour l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse ou Manitoba, ou bref, n'importe quelle province du Canada. Autre que le Québec, c'est un droit différent qui s'applique. Le tribunal administratif du logement, puis le Code civil est propre au Québec. Excusez-moi. J'ai du bruit ici. Désolée. Je ne perds ma vidéo, donc un instant. C'est bon. Je suis toujours là. La technologie, hein? Il faut être connecté 2 endroits en même temps. Je suis désolée. Donc, commençons tout de suite. On a assez perdu de temps. Quelle démarche pour résoudre mon problème? Premièrement, notre présentation va se dérouler en 4 parties. Déjà, on va se demander pourquoi se poser la question. Des fois, c'est bien de se poser la question de pourquoi on se pose des questions sur la bonne démarche, pourquoi c'est important de déjà la choisir. Ensuite, quelles sont les options? On se pose la question, mais on se pose la question entre quelles options? Donc, les options, mais aussi les avantages et les inconvénients de tout un chacun pour nous aider à bien faire notre choix. Puis, on va voir ensemble comment prendre une décision, donc quels éléments peuvent nous aider à nous guider dans notre choix. Donc, pourquoi se poser la question? Premièrement, parce qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Il n'y a pas de bonne démarche, de mauvaise démarche. Chaque situation, donc chaque problème et chaque situation personnelle aussi du locataire amène sa propre solution qui va être différente. Ce n'est pas parce que moi et mon ami, les deux, on a des problèmes de salubrité que les deux, la solution qui est la meilleure est la même. Non. Ensuite, chacune des options comporte des conséquences. Donc, je dis des conséquences, c'est peut-être un mot un peu fort, là, mais a des côtés plus négatifs.
Ça peut être, par exemple, que ça prend plus de temps. Ce n'est pas forcément des gros côtés négatifs, ce n'est pas des conséquences lourdes, mais c'est des choses sur lesquelles qui va peser dans la balance pour savoir si on veut s'enligner avec une démarche plutôt qu'une autre. Ensuite, chaque situation est différente et donc nécessite une action différente. Un problème avec les voisins, ce n'est pas un problème avec le locataire, avec le propriétaire, puis ce n'est pas un problème de salubrité. Ils ont des degrés d'urgence différents. Donc ça doit aussi compter dans la balance quand vous regardez c'était quoi la démarche qu'on doit choisir, qu'on doit prioriser. Finalement, il faut comprendre aussi dans quoi on s'embarque, parce que comme chacune des démarches a des côtés négatifs, il faut aussi être prêt à les assumer. Puis là, je ne veux pas vous faire peur avec les côtés négatifs, c'est seulement que quand on est prêt psychologiquement à savoir ce qui nous attend, donc c'est quoi les démarches ou c'est quoi les obstacles qui vont se poser devant nous ou encore c'est quoi les étapes, hein, ça peut être tout simplement c'est quoi les étapes, on le vit beaucoup mieux. Donc, c'est juste savoir c'est quoi qui nous attend devant nous pour ne pas marcher à l'aveugle et pour ne pas trop angoisser ou faire trop d'anxiété. Donc, nous, on classifie les démarches en 3 catégories. Donc, on a l'entente, on a les démarches légales, puis on a l'inaction. Donc, une façon plus passive de voir le problème. L'entente. Donc, il y a d'abord l'entente à l'amiable. Ça, c'est quand on a une bonne relation avec notre propriétaire. Ça va nous permettre d'avoir une entente écrite qui ne s'inscrit pas forcément dans le code de la loi, donc dans ce qui est légal ou pas légal de faire, mais qui est vraiment quelque chose une entente qui nous satisfait à nous puis au propriétaire. Pourquoi y aller avec une entente négociée directement avec le propriétaire en dehors des cadres de la loi? Premièrement, parce qu'on a des résultats plus rapides. C'est une fois qu'on a parlé avec le propriétaire puis qu'on est arrivé à une entente puis qu'on l'a signé puis qu'il ne nous reste plus qu'à la respecter, il n'y a pas vraiment plus d'étapes que ça. Donc ça, c'est déjà un résultat rapide. Si on a un problème urgent ou qu'on veut un résultat rapide, c'est la démarche à prioriser. Ensuite, ça permet aussi d'apaiser les tensions. Donc, d'arriver directement avec une approche plus directe, plus humaine, d'appeler son propriétaire ou de lui écrire pour lui demander de discuter d'un problème. Souvent, ça va apaiser les tensions s'il y en a. Si jamais vous avez des bonnes relations avec votre propriétaire, ça permet aussi de les préserver parce qu'on priorise le contact humain. Donc, on va voir ce qui est à l'avantage du propriétaire et ce qui est à l'avantage du locataire. Puis, on va aussi le recommander lorsqu'on veut rester longtemps dans le logement, justement pour cette raison-là. Parce que rester longtemps dans un logement, donc plusieurs années, on va dire une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est toujours plus agréable si on a un propriétaire avec lequel on s'entend bien, puis un propriétaire aussi avec qui on est capable de discuter puis de s'arranger quand il y a un problème. À quoi on doit faire attention quand on choisit l'entente à l'amiable ou dans quelles circonstances c'est peut-être pas pour nous? Mais déjà, ça peut être confrontant. Si on a un propriétaire qui est, disons, qui a une tête un peu plus dure ou qui a un tempérament un peu plus on va dire, chaud, qui s'emballe un petit peu plus rapidement, puis qu'on le confronte ou qu'on lui dit qu'il y a un problème avec son logement, puis qu'on aimerait une réaction rapide, parfois, ça peut être confrontant, dépendamment des personnalités. Donc ça, c'est quelque chose déjà qu'il faut prendre en compte. Ça peut être confrontant aussi parce que ça ne veut pas dire que le propriétaire va vouloir négocier, ça ne veut pas dire que le propriétaire va vouloir arriver à une entente. Peut-être que lui, ce n'est pas la démarche qu'il souhaite. Donc, c'est toujours confrontant de se faire dire non. Donc, ça aussi, il faut qu'on soit prêt à ce que la personne ne soit pas réceptive en face de nous. On ne peut pas forcer le propriétaire à négocier avec nous. Et justement, mon deuxième point, il faut la bonne volonté du propriétaire. Parce que comme je l'ai dit, une entente, ça ne s'inscrit pas dans ce qui est légal, ce qui n'est pas légal de faire. C'est vraiment ce qui nous arrange le mieux tous les deux. On est dans la négociation ici. Donc, il faut la bonne volonté de sa part de vouloir négocier. Puis enfin, il faut aussi se protéger et faire signer l'entente. Une entente verbale, si elle n'est pas enregistrée, filmée ou écrite en papier, signée avec de préférence un témoin, mais si c'est seulement signé de vos deux mains, ça aussi, ça va très bien. Ou encore écrite de sa part par courriel. Donc, ça c'est une trace écrite. Bon, si elle n'est pas écrite, et préférablement signée, il n'y a rien qui vous protège. Donc, ce n'est pas parce qu'il a dit oui, on va faire ça comme ça, puis qu'un mois plus tard, ben, les réparations ne sont toujours pas faites. Si vous n'avez pas de trace écrite, l'entente,
c'est votre parole contre la sienne. Donc ça aussi, quand on y va avec une entente à l'amiable, il faut vraiment se protéger, puis demander une preuve écrite. Puis si jamais le propriétaire, lui, ça ne lui dérange pas d'être filmé, ben, il va se dire « Ah, ben c'est compliqué de m'écrire un courriel, ou si vous voulez, on peut tout de suite juste se faire une petite vidéo, puis vous allez me le dire verbalement, puis ça va être notre entente. » Ça aussi, ça va. Tant qu'on a une preuve qui est matérielle, on est protégé. L'autre façon de faire une entente à l'amiable, c'est la médiation citoyenne. Donc, si jamais vous avez déjà des relations un peu tendues avec votre propriétaire, ou encore, ce n'est pas votre fort, vous négociez, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ou vous avez encore tenté différentes approches qui n'ont pas été fructueuses, mais vous ne voulez pas abandonner, il y a la médiation citoyenne qui existe. Donc, il y a des associations de médiation citoyenne qui existent et qui offrent ce service-là, de vous accompagner, puis de faire comme le tampon entre vous et le propriétaire, puis d'arriver à un terrain d'entente qui va satisfaire tout le monde. Donc, ça, c'est un service aussi qui est gratuit, puis qui est donc moins coûteuse en ressources. Encore une fois, ça va être assez rapide en temps d'avoir une médiation. Si ça échoue, c'est pas grave. Vous pouvez toujours passer à la prochaine démarche qui vous convient le mieux. Mais c'est pas coûteux trop en temps, c'est pas coûteux en argent du tout parce que c'est gratuit. Puis, ça risque pas d'abîmer non plus vos relations, puisque le médiateur est formé pour s'assurer que tout se passe dans l'harmonie et la bonne entente. Si vous savez que dans le passé, vous et votre propriétaire, ça a un petit peu accroché quand vous avez essayé de discuter, bien, un médiateur peut être la solution. En plus, ça peut aider si jamais justement vous avez eu des accrochages puis que votre relation est abîmée, ça peut aider à rétablir la relation. Ça peut être une bonne transition pour vous aider à renouer le contact et la communication. Donc, pour la Naudière, on a Équijustice Lanaudière Sud, puis Équijustice Lanaudière Nord. Ça, c'est les numéros de téléphone. Je vais vous les mettre aussi en commentaire à la fin de mon post, mais aussi les Équijustices ailleurs au Québec, si jamais vous n'êtes pas de la région. La prochaine démarche, donc celle à laquelle on pense souvent, excusez-moi, je recommence, les recours légaux. Alors, les recours légaux, ça se déroule en 4 étapes. Là, ayez pas peur. C'est pas parce que vous commencez la première, la deuxième étape que vous ne pouvez pas arrêter à tout moment. Ça vous appartient. N'ayez jamais peur de commencer à prendre vos droits, puis de commencer un recours légal. Ça vous appartient, puis quand vous commencez, vous pouvez arrêter à tout moment. C'est pas grave. Ne mettez-vous pas la pression de vous dire que vous êtes embarqué dans une grosse machine. Donc, premièrement, il y a la mise en demeure. Une mise en demeure, c'est quoi? C'est tout simplement une lettre avec une preuve de réception. Il y a un format quand même spécial à cette lettre-là, mais c'est une lettre avec une preuve de réception qui explique quel est le problème, ce que vous attendez aussi comme solution, puis le délai dans lequel vous attendez la solution. Normalement, on donne 2 semaines, 5 à 10 jours, je dirais. Puis, si vous voulez demander un dédommagement, si le problème a vraiment trop duré, qui a été trop pénible ou qui vous a vraiment causé du tort, vous pouvez aussi demander un dédommagement dans cette lettre-là. On a d'ailleurs une petite vidéo sur notre Facebook et sur notre site Internet en dessin animé qui explique bien. Puis on a aussi une autre capsule, un atelier en Facebook Live donné par Julien sur la mise en demeure si jamais ça vous intéresse. La deuxième étape, c'est la demande au tribunal administratif du logement. Donc, vous avez envoyé votre mise en demeure, le propriétaire ne vous a pas répondu, ou peut vous avoir répondu non, mais admettons qu'il ne vous a pas donné suite à votre lettre ou qu'il vous a tout simplement dit qu'il refusait de faire ce que vous lui demandez. Là, c'est le temps de demander, de faire une demande au tribunal administratif du logement. Donc, d'ouvrir un dossier. Ça, vous pouvez le faire en personne au tribunal administratif du logement. Là, c'est sûr qu'en temps de pandémie, il faut prendre un rendez-vous en ce moment. Mais vous pouvez aussi le faire sur leur site Internet ou encore, si vous n'êtes pas à l'aise avec le site Internet, vous pouvez le faire par téléphone avec une préposée, si je ne me trompe. Mais vous pouvez toujours les appeler pour voir en ce moment avec la pandémie, c'est quoi la meilleure façon de procéder. Mais si vous êtes à l'aise avec l'Internet, c'est disponible sur leur site, sur leur portail. Ensuite, c'est le temps de passer devant le juge. Encore jusqu'au jour où vous arrivez et que vous avez votre date d'audience, vous pouvez encore dire que vous abandonnez votre demande. Ça, c'est possible. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une date que vous êtes obligé puis que c'est trop lourd pour vous, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Donc, n'ayez pas peur. Donc, une fois que vous arrivez devant le juge, là, encore une fois, on a une capsule qui s'en vient pour vous préparer à passer devant le juge.
faut juste faire attention parce que le juge, lui, il ne va pas forcément vous donner raison. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, là, mais ça, je vais vous en parler dans les comptes après. Mais il y a cette étape-là aussi qui est importante. Puis la dernière étape, c'est d'appliquer le verdict. Donc là, ni vous ni le propriétaire pourrez vous opposer à ce verdict-là. Donc là, il n'y aura pas de négociation possible. Puis dans tous les cas, le problème va être réglé par la décision du juge. Et pour les comptes des démarches légales, premièrement, pourquoi en faire? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait déjà une pression. Ça montre que vous êtes sérieux, que vous connaissez vos droits, puis que vous allez pas vous laisser faire. Aussi, ça donne des résultats. Donc, c'est la seule démarche que vous êtes sûr à 100% que si vous la commencez, il va y avoir un résultat. Par contre, on ne sait pas ça va être quoi le résultat, mais il va y avoir un résultat. Ensuite, c'est une bonne façon de faire respecter les obligations du propriétaire et faire respecter vos droits. Par exemple, si j'ai plus d'eau chaude dans mon logement, que ça fait une semaine, puis le propriétaire ne fait rien, ben c'est une obligation du propriétaire de vous fournir un logement où il y a de l'eau chaude. Vous comprenez? C'est aussi l'obligation du propriétaire de vous fournir un logement sécuritaire. S'il n'y a pas, par exemple, de sortie sécuritaire, si votre balcon n'est pas sécuritaire, encore une fois, aller devant le tribunal, ça peut être une bonne façon de faire respecter son obligation puis qu'il vous fournisse un logement sécuritaire. Finalement, c'est aussi une bonne façon d'obtenir des dédommagements parce que même si dans votre mise en demeure, bon, déjà la mise en demeure, c'est la façon formelle de demander un dédommagement à votre propriétaire, mais admettons qu'il vous le refuse, eh bien, le juge pourrait toujours le contraindre à vous le donner, ce dédommagement-là, si jamais il juge que c'est justifié. Attention, à quoi on fait attention quand on se lance dans des démarches légales? Premièrement, il peut y avoir un bris de confiance. Quand je parle d'un bris de confiance, c'est que personne n'aime ça vraiment sentir qu'on a une plainte au tribunal administratif du logement contre soi. Donc, une fois qu'on a envoyé une demande, souvent, ou même une mise en demeure, ça peut rendre les relations avec le propriétaire un petit peu plus tendues. Deuxièmement, c'est des procédures très longues. Pour ce qui est du non-paiement de loyer, mettons que vous ne payez pas votre loyer parce que vous êtes en conflit avec votre propriétaire, ce qui n'est vraiment pas à faire parce que vous pourriez perdre votre logement pour cette raison. Puis en période de crise de logement, ce n'est pas une situation dans laquelle on veut se retrouver. Mais voilà, admettons que vous êtes dans cette situation-là, ça va aller très vite. Malheureusement, quand un locataire fait une plainte contre son propriétaire au tribunal, dépendamment de quelle est la cause, ça peut prendre jusqu'à 2 ans avant d'être traité. Donc, dépendamment du degré d'urgence de la situation, sachez que c'est une procédure qui peut être très, très longue. Deuxièmement, ça peut être une grande source de stress pour plusieurs parce que c'est de la paperasse, c'est de l'administration, c'est de l'attente. Personne n'aime être dans l'attente. Donc, il faut aussi être prêt psychologiquement à ce que le problème traîne et qu'on nous demande des preuves. Aussi, ça peut se retourner contre vous. Donc, ce n'est pas parce que vous demandez au propriétaire, par exemple, de fixer le loyer, vous trouvez qu'il vous a donné une trop grande augmentation de loyer cette année, puis que vous demandez au juge de fixer le loyer parce que vous trouvez que ce n'est pas justifié parce qu'il n'a pas répondu à ses promesses de travaux ou autres, bien, si le propriétaire, lui, regarde les factures si le juge, excusez-moi, regarde les factures du propriétaire, puis les preuves du propriétaire, puis qu'il juge qu'en fait, la hausse de 10 n'est pas suffisante, ça devrait être une hausse de 20 bien, il va fixer une hausse plus élevée que celle que le propriétaire avait demandée. Donc, ça aussi, il faut qu'on fasse attention. Puis, par exemple, si c'est une question de fixation de loyer, là, on a une capsule, un atelier sur le renouvellement de bail où j'explique comment faire une estimation. Il y a une petite grille qui existe, là, une petite grille pour faire avec les informations qu'on dispose pour regarder est-ce que l'augmentation est justifiée ou pas. Attention, cette grille-là donne juste une estimation, donc ça se pourrait qu'il manque des éléments changeants, mais admettons que la différence est de 2-3 $. On se dit que probablement on n'a pas toutes les informations puis c'est justifié. Mais s'il y a une différence de 20-30 $, là, on se dit que ça vaut la peine de contester. Voilà, finalement, c'est gourmand en ressources parce que c'est gourmand en temps. Ça peut vous prendre beaucoup de stress. Il faut se déplacer souvent pour aller voir le juge ou encore pour aller déposer notre demande. Ça a des frais de demander d'ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement. Sauf pour la fixation de loyer, là, par contre, c'est gratuit. Vous devez simplement refuser l'augmentation, puis c'est au propriétaire de payer les frais pour la fixation de loyer. Mais à part ça, il faut ouvrir une demande, à moins de bénéficier de l'aide sociale. Là, dans ces cas-là, si vous avez votre carnet, vous pouvez toujours ouvrir une demande gratuitement.
Rien faire ou attendre. Ça, comme je dis, c'est la démarche passive. Pourquoi est-ce qu'on pourrait arriver à vous recommander de ne rien faire ou d'attendre? Déjà, on n'a pas toujours l'énergie ou la santé. Notre situation personnelle ne nous permet pas toujours d'enclencher des processus qui peuvent durer jusqu'à 2 ans. Euh, Puis, ça peut aussi apaiser les tensions. C'est-à-dire que des fois, si on s'est engueulé avec notre propriétaire, ben, attendre 1 semaine, 2 semaines, ça peut valoir la peine pour attendre que tout se calme un petit peu. Également, vous avez jusqu'à presque 3 ans pour ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement. Donc, des fois, d'attendre, d'avoir l'énergie, les capacités, s'il se passe beaucoup de choses dans votre vie privée, puis en ce moment, avec la pandémie, il se passe beaucoup de choses, bien, ça peut valoir la peine d'attendre. Aussi, si jamais vous n'êtes plus dans ce logement-là, vous pouvez attendre de vous être installé quelque part, puis d'être plus stable, puis d'avoir le temps, l'énergie, puis les ressources financières pour démarrer les recours légaux. Donc, ça peut valoir la peine d'attendre dans ces cas-là aussi d'être stable. Voilà. Puis, vous pouvez aussi essayer de rien faire. Puis là, quand on dit rien faire, il faut faire attention parce que la situation, elle ne changera pas. Si votre problème, c'est un problème de salubrité, comme la moisissure, des punaises de lit, une infestation de rats, on s'entend que la situation ne changera pas, elle risque même d'empirer avec le temps. Donc ça, c'est important quand même de voir que certains problèmes nécessitent une réponse urgente, puis que là, attendre ou ne rien faire n'est vraiment pas recommandé. Également, la situation ne changera pas si vous avez des problèmes avec votre voisinage qui fait trop de bruit ou que vous êtes en conflit avec eux. Bien, ça aussi, souvent, les conflits, on peut attendre pour voir si, bon, ben, ça se calme. Après en avoir parlé, ben, on dirait que la situation a changé. Ça, c'est possible. Mais ça peut aussi aggraver. Donc, ça, on ne souhaite pas ça. Donc, attendre et ne rien faire, mais pas trop longtemps. Ce qui m'amène à la quatrième option, qui est de ne pas renouveler son bail ou de céder son bail. Donc, en gros, de déménager. Quand je dis ne pas renouveler son bail, c'est qu'entre janvier et mars, si vous avez un bail d'1 an qui se reconduit au 1er juillet, excusez-moi, dans ce cas-là, vous avez entre le 3 à 6 mois avant la fin de votre bail pour dire à votre propriétaire que vous ne souhaitez pas renouveler votre bail. On a aussi des capsules qui parlent de mettre fin à son bail. Donc, si jamais c'est l'option que vous choisissez, vous pouvez aller regarder ça. Mais bon, si vous n'êtes pas dans ce délai-là, ou si vous avez déjà répondu à votre propriétaire que vous renouvelez votre bail, pas de panique, vous faites toujours céder votre bail. Céder son bail, c'est très, très simple. C'est simplement transférer le bail, puis le donner à quelqu'un d'autre, puis mettre le nom de la personne. Puis tout ce qu'il faut, c'est que le propriétaire l'accepte. Et le seul frais qui pourrait encourir, c'est le propriétaire qui demande une enquête de crédit. Puis là, ça serait à vos frais. Mais une enquête de crédit, je vous rassure, c'est jamais plus que, je pense, c'est entre 20 et 30 $. Voilà. Donc, si jamais le problème ne se règle pas, que vous avez beau en discuter avec votre propriétaire, puis que attendre, c'est pas forcément durable dans le temps, ben, je vous invite à attendre jusqu'à ce que vous déménagiez, puis choisir l'option pour déménager qui est la plus efficace pour vous ou qui est le plus à propos dans votre réserve d'énergie. Alors, avant de choisir, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on met dans la balance, de comment on se pose la question, comment on peut prendre une bonne décision. Déjà, on fait l'état des lieux. On regarde c'est quoi le problème. C'est qui le propriétaire qu'on a face de nous? C'est quoi son type de personnalité? C'est quoi dans le passé? Est-ce qu'il était plutôt ouvert à la négociation? Est-ce qu'il n'était pas? Est-ce qu'il est plus avec mon coloc ou avec mon conjoint? Bon, on fait l'état des lieux, on regarde la situation, on regarde les ressources à la disposition. Est-ce qu'une médiation, c'est à notre disposition? Est-ce qu'on a le temps, l'argent ou l'énergie pour faire des démarches légales? On fait un peu le bilan de c'est quoi notre situation personnelle, puis c'est quoi les ressources en temps, en énergie, puis en argent qu'on est prêt à y mettre. On regarde aussi le degré d'urgence parce que c'est bien beau faire appel à la médiation, d'attendre, d'être patient, mais si jamais il y a un problème grave d'une infestation de coquerelles ou autre, par exemple, là, c'est peut-être une démarche un peu plus urgente. Puis les démarches peuvent aussi se juxtaposer. Hein. Vous pouvez attendre, puis plus tard faire une démarche légale. Vous pouvez aussi faire une médiation, puis envoyer une mise en demeure.
vous n'êtes pas obligé d'en choisir une exclusivement. Mais on regarde c'est quoi le degré d'urgence. On fait le pour et contre de chacune des options qui correspondent à notre situation, parce qu'admettons que attendre, ce n'est pas dans mes options, puis déménager, j'en ai pas les ressources financières malheureusement pour déménager. Bien là, on regarde les pour et les contre des options qui nous restent pour nous aider à faire notre choix. Finalement, on pense aux possibles répercussions. Donc, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, certaines ressources peuvent créer un bris de confiance, peuvent rendre la situation plus inconfortable dans notre logement. Encore, ça peut faire en sorte, je ne sais pas moi, déménager peut avoir des répercussions sur notre vie de famille. Donc, on pense à ces répercussions-là. Pourquoi? Pas pour se décourager, mais pour se préparer psychologiquement puis pour avoir un plan de match. Sur ça, je vais vous souhaiter bonne chance. Je vais aussi vous dire que vous pouvez appeler ou écrire un courriel à votre comité logement. Donc, nous, c'est Action Logement Lanaudière, donc pour toute la Lanaudière. Puis, vous pouvez m'appeler au 450-394-1778 au poste 3 si jamais vous avez des questions sur cette présentation-là ou des questions sur les différentes démarches que je vous ai présentées aujourd'hui. Également, je vous rappelle que je vais mettre le site du RECLAC avec la liste de tous les comités logement pour la province du Québec. Admettons que vous avez des amis qui sont à Québec ou qui sont, je ne sais pas moi, à Trois-Rivières, donc en Mauricie. Là, vous allez pouvoir avoir les ressources pour aussi les aider eux également. Est-ce que vous aviez des questions? Non? Oui? Parfait. Dans ce cas-là, je vous invite soit à nous joindre demain. Donc, Julien va être présent entre 18h et 19h30 pour une clinique pour répondre aux questions sur le droit au logement ou sur les autres capsules qu'on a faites dans le passé. Puis moi, je vais être présente entre 11h30 et 1h dans la journée, donc dans votre heure du dîner, pour répondre également aux questions. Je vais être présente par Zoom. On va avoir un lien Zoom qui va être mis dans une publication. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Ça va être confidentiel, puis ça va être le temps que vous aurez besoin pour qu'on parle de votre problématique. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite bonne chance dans vos démarches, puis bonne chance dans votre vie de locataire. Merci.